On va continuer avec une nouvelle présentation d'un autre dispositif. Donc on en a parlé tout à l'heure. Via Trajectoire, on a fondé beaucoup d'espoir à l'époque sur la mise en place de cet outil qui devait permettre, souvenons-nous, de faire disparaître, ou en tout cas de rationaliser fortement les listes d'attente. C'est-à-dire que normalement, il n'y avait plus de liste d'attente individuelle dans les établissements, mais une liste d'attente départementale ou régionale. Et la deuxième chose également qu'on attendait beaucoup de Via Trajectoire, c'est que les établissements qui ne peuvent pas accueillir une personne qui leur est adressée puissent expliquer pourquoi, en quoi ce profil ne correspondait pas aux ressources et aux moyens de l'établissement, avec, là encore, bien sûr, l'objectif demain de pouvoir améliorer l'offre disponible pour permettre à des situations qui ne trouvaient pas de solution d'en trouver via du renforcement de moyens ou autre dans les établissements ou la création de nouvelles structures. Donc, c'est bien ça, on est sur Via Trajectoire, absolument. Donc, Madame Boubien et Madame Reynaud vont venir nous présenter ces éléments-là, donc notamment à partir du département des Charentes. De la Charente, pardon. Donc toujours dans la continuité du fil rouge, d'une recherche de pratiques harmonisées, d'un vocabulaire commun, on va pouvoir vous présenter l'expérience que nous avons eue en Charente de la mise en œuvre de Via Trajectoire et des questions que ça a pu générer, des blocages qu'on a pu rencontrer et aussi des évolutions positives qu'on a pu repérer dans l'utilisation de l'outil au quotidien. Donc, dans le cadre de l'axe 4 de la réponse accompagnée, donc à l'accompagnement au changement de pratique, nous avons décidé de mettre l'accent auprès des ESMS sur la formation à cet outil Via Trajectoire. Donc un petit élément de contexte, en Charente, Via Trajectoire a été installé en 2019, je crois, voilà, avec une formation de l'ensemble des ESMS. Donc en 2020, au bout d'un an d'expérimentation, de mise en œuvre, avec le contexte sanitaire que l'on connaît, nous avons fait un bilan relativement mitigé de l'utilisation et de la manière dont les établissements s'en étaient emparés. Donc avec, je cite à tout va, mais des demandes d'admission qui n'étaient pas forcément saisies tant que l'usager n'était pas rentré, d'autres ESMS qui traitaient les demandes non pas au fil de l'eau, mais quand ils avaient du temps à y consacrer, puisque l'aspect chronophage de Via Trajectoire est quelque chose qui nous a été régulièrement remonté, et aussi un vocabulaire qui parfois était à redéfinir sur certaines notions, toujours cette thématique de vocabulaire, la notion d'admissible, en cours d'admission, admission impossible, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on me parle des mêmes choses? Enfin voilà, on avait un bilan relativement mitigé et surtout on a pu constater que tout le monde n'avait pas la même notion de la gestion de la liste d'attente. Donc, que fait-on de ce constat? On s'est dit, finalement, c'est un outil qui nous paraît, intéressant, parce que d'abord, il est d'envergure nationale, donc c'est des critères qui doivent être partagés, et on a parfois des situations qui sont en lien avec d'autres départements, donc il nous paraissait intéressant de pouvoir mettre en œuvre un outil et de le faire vivre, d'autant que sur le secteur personnes âgées, puisqu'on avait pu l'expérimenter, en tout cas moi à titre personnel, j'avais vu que ça fonctionnait plutôt bien, donc j'étais personnellement convaincue de l'intérêt. Donc peut-être que ça y a joué pour qu'on se lance dans cette démarche de fiabilisation des données. Donc ça s'est déroulé en plusieurs étapes. On a commencé au préalable par faire une extraction pour chaque ESMS de leurs propres données, de sorte à ce de leurs propres données, donc de leur liste d'usagers entrés, de leur liste d'attente, et on leur a demandé de confronter et de mettre en cohérence la liste telle qu'elle ressortait de Via Trajectoire et leur réalité de terrain telle qu'eux la connaissaient.
Donc ça a donné lieu à quelques étonnements. Voilà. Donc des réunions d'information se sont mises en place après à destination des ESMS et qui ont été organisées par typologie de prise en charge. Donc là, on leur a peut-être dire ce qui a été fait dans les réunions. Oui. Alors, ne serait-ce aussi sur les éléments de contexte, la Charente, mais en fait, vous l'avez tous connu, chacun dans vos départements, hormis en Charente-Maritime. Donc, le déploiement de Via Trajectoire a été régional et il s'est composé, il s'est développé de façon départementale en appui de comités départementaux avec ARS et CD. Donc, en effet, avec la Charente, on a décidé de retourner vers les établissements, puisqu'en effet, la principale difficulté dans l'utilisation de Via Trajectoire, c'est son actualisation et son appropriation par les établissements. Voilà. Donc il faut que chacun y trouve son compte, et ça fait partie des perspectives qu'on verra sur la fin. Mais il y a un gros travail, en effet, de formation, d'accompagnement, et au bout d'un certain temps d'usage, de voir les établissements qui s'en emparent sans aucune difficulté, parce qu'ils étaient déjà rompus et rodés à l'habitude de transmettre l'information à la MDPH, de qui ils accompagnaient et à quel moment, et puis d'autres où c'était un peu plus compliqué à le mettre en place. Donc c'est vrai que cette approche par catégorie d'établissements entre professionnels, eh bien, avec la MDPH et CD et l'ARS, moi sur la partie technique, pour bien montrer un peu tous les raccourcis, les trucs et astuces et les choses qui facilitent l'utilisation, ça a permis en effet de roder un peu ce discours entre les trois acteurs et de réexpliquer pourquoi à quoi ça servait en fait, parce que c'est pas juste une lubie, c'est à quoi ça sert, pourquoi on le fait, dans quel objectif, ce que ça peut apporter aux établissements, puisque ça doit apporter dans le suivi du parcours de l'usager, parce que l'origine c'est quand même pour ça. Donc du coup ces échanges-là, ils ont été intéressants. En effet, ça a permis à chacun de s'exprimer, de faire valoir le fait que oui, ça prenait du temps au sein de l'établissement, qu'il fallait s'organiser et que c'était pas toujours évident. Et donc de repositionner tous ces éléments de langage un peu nouveaux, mais pas propres à Via Trajectoire, en fait portés par la CNSA. On est toujours dans une logique d'harmonisation. Donc en effet, ces différents statuts là qui arrivaient et qui ont pour vertu d'avoir un échange et un discours commun, des éléments de langage communs. Donc ça nécessite de l'appropriation en effet. Alors, du coup, aujourd'hui, donc le travail de fiabilisation, il s'est il a porté ses fruits, il a germé, il a porté ses fruits. Bon, il y a encore quelques petits ajustements, mais en tout cas, tous nos établissements sont déclarés et identifiés selon les nomenclatures actuelles dans l'annuaire Via Trajectoire. Donc, tous les établissements ont saisi leurs usagers entrés et une très grande majorité d'entre eux ont saisi les usagers qui sont en liste d'attente. Donc aujourd'hui, on a un regard assez fiable. Alors on n'a pas l'observatoire de la demande tel qu'il a été construit en Charente-Maritime, mais du coup, avec la fiabilisation des données, on a en Charente un regard assez fiable sur les usagers, sur la vie, sur les usagers qui sont accompagnés au sein des établissements. Donc du coup, voilà, l'idée là, c'était l'idée aujourd'hui, comment ils pouvaient vous aider dans votre pratique. L'idée, c'est à quoi ça sert aujourd'hui, comment, en tant que référent RAPT, la MDPH s'en empare, et quelle est la plus-value finalement de l'outil dès lors que les données sont correctement renseignées, puisque ça, c'est le préalable absolument nécessaire. Donc ça nous permet vraiment d'avoir, en tout cas, que ce soit en équipe pluridisciplinaire ou à la mission réponse accompagnée, ça nous permet d'avoir une vision vraiment exhaustive et fiable des démarches qui ont été entreprises pour le parcours usager et des leviers qu'il reste éventuellement à actionner. Donc alors, est-ce qu'on peut voir une diapo par exemple de Via Trajectoire, voilà, des éléments qui sont portés à la connaissance. Donc là, on a pris le cas d'un enfant. On sait qu'il est admissible dans un établissement et qu'il est en liste d'attente depuis quelques jours seulement. Et on sait qu'il y a 5 places sur cette liste d'attente.
De même, on sait que son dossier est en cours d'analyse dans un autre établissement depuis un petit peu plus longtemps. Voilà, enfin, voilà, on a accès à un certain nombre d'informations. Alors, selon la typologie de personnes, les informations sont plus ou moins étayées. Mais en tout cas, on a la liste des démarches entreprises par la famille. Du coup, lorsqu'on est saisi dans le cadre du DOP, alors pour une demande de PAG, une saisine RAPT, une saisine de gosse, appelons-le comme on veut, en tout cas quand on est interpellé par une famille et qu'on fait le point, enfin en tout cas en Charente, on prend un temps assez conséquent avec la famille pour essayer de bien cerner le besoin. On a une lisibilité réelle et immédiate de ce qui a été fait et de à quel stade en est la demande. Parce que parfois, les familles croient avoir fait des démarches, mais ce n'est pas tout à fait la réalité. Croient qu'un coup de téléphone vaut demande d'inscription, demande d'admission. Voilà. Donc là, pour le coup, via Trajectoire, ça permet de recadrer un petit peu les choses et d'avoir en perspective vraiment ce qui a été fait. Et donc, ça nous permet de rectifier immédiatement et en temps quasi réel les éventuelles incompréhensions et de pouvoir le reporter aux familles et de gagner du temps par la suite. Donc ça, c'est... Voilà. Ouais. Et côté établissement aussi, il y a un intérêt, puisque les établissements, ils voient aussi que la personne, elle a été positionnée admissible. Enfin, les Rochers vont voir qu'il est admissible à la Liège, et la Liège va voir aussi qu'il est en cours d'analyse, qu'il y a une demande qui a été déposée au Rocher. Donc c'est aussi une information partagée, transparente, qui l'est de votre côté, mais aussi entre établissements. Et dès lors que une famille a pris contact avec un établissement, l'établissement, lui, a accès à la notification à MDPH, qui peut parfois être compliqué de récupérer auprès de l'usager. Donc là encore, voilà, là encore, c'est un vrai gain de temps pour l'établissement, hein. Alors d'un point de vue certes administratif, mais voilà, c'est un gain de temps qui n'est pas négligeable. De même, lorsque dans le cadre de la préparation des groupes opérationnels de synthèse, on fait le point avec les établissements et on essaye de voir si le profil peut correspondre. Alors toujours sur la base de l'analyse des besoins, donc peut-être plus poussée. On a directement un temps d'échange sur la situation. On passe plus de temps à dire attendez, je vais regarder dans ma liste d'attente s'il est arrivé, est-ce que je l'ai reçu, est-ce que j'ai eu un coup de téléphone. Là, on sait et on parle un langage commun. Voilà, parce qu'on a bien rappelé les différents niveaux de gestion de la liste d'attente et donc on est bien en cohérence quant à la signification du mot admissible ou admis. Voilà. Donc, pour les ESMS, c'est quand même un gain de temps intéressant de pouvoir renseigner le parcours usager. Alors oui, c'est chronophage, mais derrière, on y gagne en qualité de travail. En tout cas, on ne perd plus de temps sur des démarches. Parce que l'idée, c'est d'aller plus vite à l'essentiel. C'est-à-dire que quand toi, tu appelles un établissement, on sait de quoi on parle. Il y a une première lecture du parcours de l'usager qui a été faite en ligne. Et quand tu rentres en contact avec l'établissement, l'idée, c'est de confronter la donnée et de dire, bon, vous avez bien le dossier de Manana, et d'aller tout de suite dans le fond du sujet, quoi. Voilà. Alors, bon, pour autant, via Trajectoire, à l'utilisation au quotidien, on a pu repérer un certain nombre de difficultés. Et ça sera, voilà. Oui, c'est perfectible, mais le côté positif, c'est qu'on a été entendu parce que chaque fois qu'en copile via Trajectoire, on a pu faire remonter des éléments qui nous gênaient dans notre pratique quotidienne. Ils ont jusqu'à présent, pour l'instant, été pris en compte. Et notamment sur les usagers pour lesquels une décision d'orientation avait été prise par une autre CDAPH que la nôtre et qui arrive dans notre département. Et là, via Trajectoire, floute la donnée, on ne voit rien, on ne peut pas savoir ce qui a été fait, s'il y a des démarches. Et donc là, on repart de zéro, ils font contacter l'établissement comme on le faisait avant. Donc ça, c'est une évolution qu'on a demandé.
Oui, c'est ça. Qui va être prise en Parce compte. que en fait, Voilà. la MDPH qui accueille l'usager ne réémet pas de décision d'orientation. Vous ne réémettez pas de décision d'orientation. Donc, il n'y a pas une nouvelle injection. Donc, du coup, il n'y a rien qui dit que cet usager, il est dans la Charente et qui vient du 87, par exemple. Donc, la décision d'orientation, elle reste rattachée à la MDPH 87. De fait, Virginie, en étant MDPH 16, elle n'a pas accès à vos usagers. Voilà. Donc il faut trouver un truc qui permette d'indiquer que cet usager qui avait une décision d'orientation initiale du 87 est désormais suivi par la MDPH 40. Donc, alors, on a plusieurs options. Donc, le premier, c'est que j'appelle la MDPH d'origine, mais bon, comme je suis timide, j'ose pas. Ah oui. Donc, j'ai demandé si Via Trajectoire pouvait le mieux, c'est ça, le faire. Et du coup, on va essayer de trouver, enfin, Via Trajectoire va essayer de trouver un modus operandi pour que, en tout cas, ça puisse être visible par le département qui accueille l'usager. Donc, dans une autre perspective d'évolution des pratiques, donc c'est la caractérisation des situations, donc intimement liée à la priorisation. Donc, en Charente, c'est un chantier qui n'a pas encore été travaillé. Par contre, on a bien vu que c'était possible bientôt dans Via Trajectoire. Il faut qu'on accélère. Ouais, alors la caractérisation, on va vous la faire très courte, c'est disponible déjà dans Via Trajectoire, vous la connaissez très bien, ça vous a été présenté par la CNSA. Comme le dit Virginie, voilà, en fonction de vos départements, c'est plus ou moins élaboré, creusé, mis en œuvre. Donc on voulait, voilà, on avait prévu de dire 2-3 mots, mais dans ce cas, on va sacrifier ce truc-là. Oui, on va sacrifier. Parce qu'il reste 5 minutes en fait. Ah d'accord, voilà. Bon, d'accord. Bon. Donc, non, mais peut-être qu'après, il y a des échanges. Non, ouais, je pense que ça fait débat. Donc, bon, enfin, en tout cas, nous, on y vous voyait un intérêt. Vous connaissez, voilà, et ça peut être un levier, en tout cas, d'échange avec les établissements que vous pourrez activer. Voilà. En tout cas, voilà, c'est une nouvelle possibilité. On s'en empare pas, à voir à l'usage. Donc un autre intérêt de Via Trajectoire, donc c'est la recherche d'établissements au niveau national. Bon, ça que vous connaissez tous, donc on va peut-être partir dessus. Mais en tout cas, c'est un outil intéressant quand on recherche un établissement ou un accompagnement spécifique vraiment en dehors du département. Voilà. Donc, ce que tu as pointé quand même à l'usage, c'est qu'aujourd'hui, les critères de recherche, ils répondent aux nomenclatures institutionnelles de FINES, du ROR, FINES, de la CNSA, mais ils sont à compléter parce que tu as été confronté à cette situation de vouloir rechercher les IME qui accueillent 365 jours par an, par exemple. C'est pas quelque chose qui est référencé dans des nomenclatures type FINES ou CNSA. Donc voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut sans doute qualifier et pour l'intégrer à un moteur de recherche, il faut quand même le nomenclaturer, quoi. Voilà. Donc il y a peut-être d'autres éléments. Il y aura peut-être d'autres éléments, mais du coup, vraiment, c'est en faisant vivre l'outil que collectivement, on perçoit les limites et qu'on peut le faire avancer. Donc voilà. Un autre intérêt de Via Trajectoire, ça permet de réaliser un certain nombre de statistiques, alors que ce soit pour les autorités de tarification, pour les MDPH, mais également pour les ESMS, et ça c'est un point sur lequel on a bien insisté lors de nos rencontres avec les établissements. C'est un outil de négociation de vos CPOM. Voilà, à ne pas négliger. Ce n'est pas que l'outil à la main des autorités de tarification pour vous imposer quelque chose. Vous aussi, vous pouvez vous en servir en disant, voyez dans Via Trajectoire, mes listes d'attente, elles sont celles-ci, les besoins, ils sont ceux-ci. Voilà, c'est un outil qui peut être partagé communément et qu'il est intéressant de faire vivre pour avoir un bon reflet de l'état des besoins. Voilà. Du coup, pour rebondir sur ce que vous évoquiez tout à l'heure par rapport à la qualification des besoins manquants, des besoins non couverts, on va participer à ça, bien évidemment. Et donc là, la CNSA, ça y est, a mis en place quand même son centre national de données, le fameux SID-SDO, dont on a eu une présentation à début mars et dont on vous fera du coup la présentation au mois de mai. On va vite revenir vers vous. MDPH, j'entends dans un premier temps, ARS et CD, parce que l'ouverture aux établissements est prévue pour juin. Donc vraiment l'intérêt de cet outil-là, alors pour le coup c'est développé par la CNSA et par une solution numérique qui s'appelle SAS, mais les accès vont être
similaires, qu'on soit donc à un niveau national, un niveau régional ou départemental. Donc là, en effet, l'idée, c'est vraiment un partage de données communes. Alors, anonymisées, bien sûr, on est sur de la volumétrie, on n'est pas sur du tableau de bord que vous connaissez au niveau métier, mais pour évaluer les situations non prises en charge, les décisions d'orientation émises qui ne sont pas suivies d'effets, etc., pour avoir cette exploitation des données qui jusqu'alors était possible dans Via Trajectoire, mais par le biais de requêtes qui avaient le mérite d'exister, mais qui n'étaient pas aussi sexy et pratiques, vous le verrez, que ce qu'a fait la CNSA, notamment. Tu veux avancer? Non, c'est bon, on l'a présenté. Ah oui, voilà. Voilà. C'est bon. On arrive à la conclusion, ça va? Ça va? Bon. La conclusion, c'était que c'est un outil indispensable pour le suivi du parcours de l'usager, mais qui repose sur l'implication de tous, puisque ça ne reste qu'un outil et qu'il est à la main de l'humain. Et donc, c'est bien l'humain qui peut en prévoir et garantir une exploitation fiable des informations. Et donc, ce qu'on voulait juste évoquer en termes de levier pour optimiser l'usage auprès des établissements et services, parce que c'est quand même de là dont provient la donnée. Enfin, elle provient de la MDPH qui injecte ces décisions d'orientation, mais ensuite, c'est quand même aussi bien un partenariat avec les établissements. Donc, on a listé quelques leviers comme le partage d'informations et l'accès aux données d'évaluation et médicales liées à la décision d'orientation. Le collègue en a parlé un peu avant en lien avec Séraphin, mais ce partage de nomenclature-là, il est très intéressant. Donc, c'est déjà possible, mais ce sont des choses qui se construisent en fonction de la saisie et de ce qui est fait au sein des MDPH. Une exploitation systématique des statistiques partagées, on l'a vu juste avant. Évidemment, quand on parle un peu des mêmes termes, ça va plus vite dans la compréhension. L'interopérabilité avec les logiciels métiers, SMS, donc ça, c'est en cours de construction et c'est évidemment quelque chose vers lequel nous, on met tous nos moyens. On espère bien que sur fin d'année ou premier semestre 2023, il y a des choses qui commencent à arriver. Et puis, l'ouverture progressive de l'accès au grand public. Puisqu'aujourd'hui, l'annuaire, il est déjà disponible en accès grand public, France entière, donc c'est un vrai intérêt. Le suivi de la décision d'orientation, il est aussi possible par l'usager en se connectant avec un identifiant mot de passe, et ça c'est possible déjà dans 8 départements, dont 5 en Nouvelle-Aquitaine, donc il y a une vraie volonté en Nouvelle-Aquitaine d'ouvrir l'outil à l'usager, je trouve ça très bien. Et ce qui va venir, c'est la saisie et l'envoi du dossier unique d'admission en ligne, voilà, comme c'est possible pour l'espace grand âge, et donc de déployer ça pour le handicap. Et je pense que ça aiderait aussi énormément à vulgariser l'outil et à l'utiliser. Voilà. Tu veux peut-être dire un petit mot? Non, ça. Merci. Merci beaucoup, parfait. En tout cas, ce qui était intéressant, c'est de voir votre binôme. Voilà, de montrer que effectivement, un représentant de MDPH et une personne de responsabilité de Via Trajectoire ont une capacité à pouvoir présenter ensemble ces éléments-là et puis à parler d'une seule voix autour de l'intérêt partagé de l'outil. En gros, ce qu'on en a retenu, c'est que c'est un outil génial à condition de le renseigner. C'est ça. Vous faites plus court, c'est bien. Oui, Via Trajectoire, j'ai participé à sa mise en œuvre. Et effectivement, au départ, c'était très bien parce qu'on avait des listes d'attente par établissement, alors que là, on a une liste d'attente territorialisée, c'est très bien. Ce que vous avez présenté aussi, c'est bien, ça aide les établissements. Par contre, ça fait ressortir quand même quelque chose qu'on pourrait peut-être analyser plus précis. C'est la question parce que vous disiez, comme ça, on peut se repérer ce que les familles ont fait pour répondre, pour correspondre à l'orientation. Alors déjà, l'orientation MDPH, c'est une orientation qui est quand même très large. Ça interroge cette orientation très large. Mais deuxièmement, ça montre des inégalités entre familles dans ce qu'on appelait quand même l'errance pour correspondre, pour aller chercher la ressource. C'est-à-dire, c'est quand même toujours les parents qui doivent le faire et les parents, ils n'ont pas le même capital social. Donc peut-être que ça pourrait aussi servir
à repérer des accompagnements peut-être plus ciblés dans la recherche de la ressource. Alors, c'est ça en fait. C'est ça en fait. C'est quand on dit qu'on gagne du temps et que tout de suite on interagit avec les familles, c'est que quand on est saisi d'un dossier et qu'on rencontre les familles, moi en direct j'ai la lecture de Via Trajectoire et donc du coup je peux tout de suite interagir et leur dire attendez, est-ce que vous savez que vous pouvez vous orienter vers tel et tel dispositif? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous aide à faire cette démarche? Voilà. Enfin, quand on dit on gagne du temps et on a cette lisibilité, justement, effectivement, pour les personnes qui ont peut-être plus de difficultés dans ce fameux parcours, on a connaissance de ce qui a été fait, mais on peut leur dire tout de suite ce qui peut être fait et comment nous, on peut les accompagner. D'accord. Et deuxième question, vous me disiez que la critérialisation admissible, admis, etc., était comprise par tout le monde, c'est-à-dire qu'on était d'accord, les établissements étaient d'accord là-dessus, mais est-ce qu'on, dans la manière de refuser, encore une fois, d'admettre ou de refuser, quels sont les critères qui sont mis en place? Quel est le rapport entre ça et le travail qui se fait sur la réorganisation de l'offre? Est-ce qu'il y a des structures qui ont des raisons particulières de refuser en fonction des ressources? Et est-ce que c'est effectivement, là, tout à l'heure on a parlé de Séraphin, moi je suis tout à fait convaincu que c'est vraiment quelque chose qui doit être généralisé. Est-ce qu'on utilise aussi Séraphin dans la construction de la réponse oui, non, admis, admissible, pas admissible? Alors, sur Séraphin, du coup, vous en avez dit un mot tout à l'heure. Enfin, toutes ces données d'évaluation, elles peuvent transiter par Via Trajectoire. Il ne faut surtout pas les réinventer. Donc, en partage de données avec l'établissement. Sur les refus des établissements, ce qu'on appelle cette fameuse admission impossible. Alors, la fonctionnalité est disponible dans l'outil, mais elle a besoin d'être partagée, évoquée, débattue avec les établissements, clairement. Donc aujourd'hui, oui, les établissements peuvent signaler qu'ils ne sont pas en capacité de répondre à cette décision d'orientation qui leur a été notifiée, parce que quand elle est ciblée, ou alors parce qu'une famille a pris contact avec eux et qu'à l'analyse de la situation, vraisemblablement, ils ne pourront pas répondre. Donc ce refus-là, ils peuvent être intégrés dans l'outil. Maintenant, l'exploitation, on n'en est pas. Alors, l'exploitation, il y a besoin de maturité. Voilà, nous, on reçoit des listes régulières des gestions, des demandes d'admission impossibles et qu'on traite au niveau de la MDPH. Alors, quand je dis on traite, on prend la liste, c'est un fichier Excel pas très sexy. D'accord. Enfin, vous aurez plus besoin de. Non, mais là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on vous demande lui demander au MDPH d'entériner ou pas ce refus, de dire. Ok, on a lu, on est d'accord avec votre accord et tout. Ce qu'il est prévu, c'est d'assouplir un peu ça et de dire, il y a des motifs de refus qui ne nécessitent pas un avis de la MDPH, et pas besoin de dire j'entérine ou pas, donc on ne bloque pas le système. En revanche, on peut réserver le droit à la MDPH de réagir sur ce refus et de dire attendez, on va rediscuter. Alors voilà, c'est ce qui se passe parfois dans. Bon, je passe sur les admissions impossibles pour des raisons purement administratives, déménagement, voilà, enfin décès, ça peut arriver. Après, nous, on se focalise sur les admissions impossibles, plateau technique pas adapté. Par exemple, où là, du coup, on appelle. Alors, on a un petit département en Charente et des admissions impossibles sur ce motif-là, on en a très peu. Donc, du coup, ça nous permet de faire du qualitatif. Sur un autre département, je sais pas, mais en tout cas, on appelle l'établissement et on cherche à savoir pourquoi le plateau technique n'est pas adapté. Et après, on en rediscute. Peut-être que l'orientation est à retravailler parce qu'il nous a. On est passé à côté. Peut-être que l'établissement a besoin d'être accompagné. Enfin voilà, on en rediscute. Et là, dans ce cas-là, le lien que vous avez évoqué avec les CEPOM, vous avez le sentiment que les établissements s'en saisissent de ces éléments-là, d'avoir repéré que j'ai des orientations que je ne peux pas mettre en œuvre par manque de moyens. Est-ce que c'est un point d'appui pour négocier quelque chose dans le cas du CEPOM? Alors, c'est encore un peu tôt pour le dire parce qu'on a fait ce travail. Fin 2019, voilà. La mise en œuvre. Il y a eu un petit peu des trucs entre-temps. 2020, 2021. Là, oui, je pense qu'on va arriver à une certaine maturité. Enfin, après, c'est les délégations départementales qui vous diront aussi quelle exploitation il y a de ces données et les établissements eux-mêmes. Mais oui, ça doit servir à ça. Certains s'en emparent assez vite, d'autres voilà. Il y a besoin d'accompagnement. Très bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres réactions par rapport
Tout le monde connaissait Via Trajectoire, c'est quelque chose qui était connu de tout le monde ou vous l'avez un petit peu découvert là? Non, c'était connu quand même. Quand même. Voilà, quand même. Tout le monde connaît Sandrine.